Bonjour, vous êtes en train d'écouter l'épisode 23 de Vivant, La Voix des Anges, avec Ariane Douguet. Vivant, ce sont toutes les 3 semaines des conversations ordinaires mais inspirantes, singulières et rassurantes pour éveiller votre conscience. Mes invités ont accepté de partager leur histoire et avec eux, vous découvrirez que parler de la mort, c'est avant tout parler de la vie. Je suis Teddy Brodelet de tranquillité.fr. Bienvenue dans Vivant. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver en ce début d'année 2022. Je prends une minute pour vous souhaiter plein de bonnes choses, de la santé, de l'énergie et surtout du temps. Dans ce nouvel épisode, je vous propose de découvrir l'incroyable parcours d'Ariane Douguet, une femme aux multiples facettes et à la voix unique qu'elle met à l'œuvre pour sublimer les cérémonies de passage et transcender les émotions. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma discussion avec Ariane Douguet. Bonjour Ariane, bienvenue dans Vivant. Je suis vraiment ravi de t'avoir avec moi pour cet épisode. Comment vas-tu déjà pour commencer ? Je vais très bien. Bonjour à toi Teddy, merci de m'accueillir. Je suis très très heureuse de partager ce moment avec toi. Bon, avec moi et avec nous, Et puisque avec voilà, vous à tous ceux tous. qui écoutent, exactement, on ne les voit pas, mais ils nous entendront. Ariane, donc déjà pour commencer, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots ? Alors, je suis une créatrice de rituels de passage et de cérémonies de haute couture pour les grands passages de la vie que sont principalement l'engagement du mariage et les funérailles. Alors, je suis au départ chanteuse lyrique, parcours très atypique puisque ancien On va y expert, revenir, ancien expert comptable, on va y revenir, on va y revenir. Ouais. et officiante de cérémonie laïque, certifiée. Et disons que j'ai un grand parcours de résilience, puisque en fait, j'ai accompagné mon mari d'une longue maladie neurodégénérative. Et suite à son décès, je me suis réveillée un matin avec l'évidence de vouloir aussi accompagner et consoler les endeuillés. Voilà. Et en fait, Ok, je crée ces cérémonies. Alors, je dirais que ma particularité, c'est d'avoir cette double casquette d'officiante et de chanteuse avec alors, je suis chanteuse lyrique, mais je chante tous les répertoires. Et en amont de ça, d'avoir une très, très grande maîtrise des rituels catholiques, ce qui me permet aussi bien d'accompagner en fait des cérémonies et de messes à l'église que de cérémonies symboliques ou laïques ou spirituelles selon les désirs des familles. on va revenir du coup sur ton parcours, si tu le veux bien. Euh, je sais pas, je pense que tu es la mieux placée pour en parler. Moi, on en avait un petit peu parlé ensemble en préparation de l'épisode, mais par quoi tu veux commencer en fait ? Alors, moi, je dirais que je suis un peu Obélix tombé dans la marmite. Déjà des influences ésotériques, spirituelles, et en fait de ce qui m'allait, ce qui allait, je dirais, me prédisposer à cet accompagnement des cérémonies, puisque d'une part, mon papa est né, a grandi à Hanoï, et mon grand-père s'occupait de l'école française d'Extrême-Orient, et donc j'ai grandi à côté d'un Bouddha consacré. Et de l'autre côté, mon grand-père maternel, en fait, est un très grand écrivain occultiste qui s'est livré à plein de recherches au niveau aussi bien de la gnose chrétienne que du Yiking, du druidisme chez les Celtes, tout ça. Et donc, de ce fait, j'ai baigné dans toutes ces influences qui, je dirais, malgré moi, m'ont littéralement imprégnée. Voilà. Et je suis tombée par ailleurs dans la marmite de la musique. Je devais avoir 6 ans. Je suis tombée en amour. Je dirais que la musique, c'est vraiment ma deuxième maman. Et le piano, enfin, une, une passion de la musique de chambre. Bon, c'est vrai que je suis fille unique. Mes parents, en fait, dès l'âge de 10 ans, m'ont envoyé faire des colonies musicales. Et en fait, c'est là que j'ai découvert très, très jeune que j'avais une voix et une grande voix. Et en fait, le parcours, je dirais, c'est littéralement imposé naturellement, quoi. Bon, maman, un jour, est allée m'inscrire au conservatoire. Elle s'est demandé après si elle n'avait pas fait une bêtise, parce qu'en fait, ça a été une passion quasiment dévorante que le chant. Et sauf qu'il m'a fallu, je dirais, un certain temps pour assumer
ma vocation et mon amour et mon désir d'être réellement chanteuse. Donc en fait, tant et si bien que j'ai suivi un parcours d'études, de finance jusqu'à l'obtention d'un diplôme d'expert comptable et de commissaire aux comptes, quoi, ce qui est quand même l'équivalent d'un doctorat de finance. Oui, 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 oui. Bon alors C'est quoi, c'est 8-9 ans, non? ouais, c'est ça. En fait, si tu veux, c'est un peu le même parcours qu'avocat, c'est-à-dire qu'à un moment donné, tu as un stage professionnel de 3 ans, en cabinet d'expertise comptable où tu fais en fait des missions et d'expertise comptable et d'audit et où, en fait, tu acquiers à la fois l'expérience, sur le terrain et au bout de ces 3 années de stage, tu dois passer en fait, tout un examen écrit, un grand oral et une soutenance d'un mémoire. Voilà. Et en fait, moi, il s'avère que j'ai eu en plus la chance ou la malchance euh, d'avoir en fait énormément appris en peu de temps. C'est-à-dire que j'ai été recrutée en fait comme expert comptable stagiaire par un cabinet d'associés dont tous les associés étaient de nationalité de ex-Indochine. On va dire qu'il y avait un Vietnamien, un Cambodgien, un Indien. Et en fait, ma maîtresse de stage, qui avait vraiment à cœur de participer à la reconstruction du Cambodge, est partie en mission avec l'ONU et je me suis finalement, malgré moi, retrouvée à gérer des dossiers et quasiment gérer l'intégralité du cabinet, sans avoir encore le diplôme d'expert comptable et sans en avoir, tu vois, les titres. Mais en fait, j'ai énormément appris en très peu de temps au niveau de la structuration, du business, du managing. Et en fait, on a été racheté par un cabinet dont l'un des associés est devenu après le président de l'ordre des experts comptables. Et donc, ce qui m'a permis aussi d'intégrer une structure plus grande avec des grosses missions d'audit et ce qui m'a très vite, si tu veux, ouvert les yeux sur le fait que bah, c'était pas ça que j'avais envie de faire. J'avais envie de chanter. Bon, j'étais déjà semi-professionnelle. J'avais déjà participé, tu vois, en tant que semi-professionnelle à des productions d'opéra avec orchestre. Et en fait, ça a été une succession, je dirais, de synchronicité. J'ai pu faire un stage avec Eda Moser, qui était vraiment mon idéal à l'époque de cantatrice, quoi. On avait le même répertoire, puisque moi, j'ai commencé en chantant La Reine de la Nuit. Et en fait, les circonstances ont fait que en fait, je me suis cassé le poignet, donc j'ai été arrêtée de travail pendant, tu vois, plus d'un mois. Et en fait, à ce stage, j'avais rencontré un copain qui connaissait très bien Gabriel Dusurget, qui a été le fondateur du Festival d'Aix-en-Provence. Et donc, ayant été en arrêt de travail, n'ayant rien d'autre à faire que de chanter, j'ai pu auditionner pour Gabriel Dusurget et qui m'a dit à l'époque, c'était très très drôle parce qu'en fait, il m'a écouté, il a commencé par dire: «Oh, elle a de l'ovaire, la petite.» Et après, il m'a dit, et ça, c'était le plus beau compliment qu'on puisse me faire. Il m'a dit: «Vous savez, mademoiselle, il y a beaucoup de belles voix, mais il y a peu de timbres exceptionnels. Et un timbre exceptionnel, c'est ce qui fait qu'on vous reconnaît instantanément. Et vous avez un timbre exceptionnel.» Voilà. Et je dirais que le fait qu'il m'ait donné ce sésame, alors il était déjà malade, tu vois, pas en bonne santé, donc c'est vrai qu'il il m'a sans doute pas ouvert les portes qu'il aurait pu m'ouvrir s'il avait été en meilleure forme. Mais je dirais que ça a été le coup de baguette magique, moi, qui m'a libérée, tu vois? Parce que bon, c'est vrai que je suis pas d'une famille, d'artistes et de musiciens. Bon, c'est vrai que, tant mes parents que mon grand-père, tout le monde était un petit peu enfermé dans cette légende de l'artiste qui va ramer, qui va réussir. Et en fait, je pense, très, très honnêtement qu'en fait, je me suis aussi acheté une liberté inconditionnelle en passant ce diplôme d'expert comptable. Ce qui m'a aussi permis de me connaître, me découvrir et aussi d'acquérir une autre forme de maturité et de pragmatisme qui aujourd'hui m'aide considérablement dans ce que je fais. Mais voilà. Et donc voilà. Et en fait, il s'avère que bon, bah, le cabinet d'expertise comptable faisait des restructurations. Bon, moi, je n'avais eu de cesse de proclamer mon désir d'être chanteuse. Et en fait, j'avais commencé à m'inscrire pour des concours internationaux, tout ça. Et en fait, j'avais 28 ans. J'ai été licenciée économique à la fin de ce stage d'expertise comptable, donc ce qui m'a donné les deux ans d'allocation chômage.
Et en fait, au cours de ces 2 ans, j'ai passé des concours internationaux, puis j'ai commencé à me faire un réseau, j'ai commencé à passer des auditions, enfin, des castings, c'est pas le terme qu'on emploie, mais c'est des auditions pour nous dans la sphère musicale classique. Et tant et si bien qu'en fait, à la fin des 2 ans, j'avais mes heures d'intermittente et j'étais déjà dans un circuit, et j'avais commencé déjà à chanter aussi bien des oratorios que des opéras professionnellement, voilà. Voilà. C'est une belle leçon de vie, en fait. On peut devenir voilà, donc à tous ceux qui nous écoutez, cassez-vous des poignets, cassez-vous des jambes. Faites des choses comme ça, il va vous arriver des choses vraiment, vraiment merveilleuses Et pour peu que vous et agissiez. en fait, c'est vrai que bah, en fait, mon grand-père Robert Amblin, qui est cet écrivain occultiste, en fait, je dirais que moi, ça a été un peu aussi une leçon dans la mesure où je l'ai vu se mettre à vivre totalement le jour où il a été retraité, et à pouvoir totalement vivre sa passion d'écrivain et de célébrant, bon, certaines obédiences. Et en fait, je m'étais juré euh, que j'avais envie de vivre mes rêves et pas de rêver ma vie. Et c'est vrai qu'en plus, le chant euh, implique une notion tellement physique d'incarnation que tu peux pas faire semblant, quoi. C'est pas un rêve hypothétique, quoi. On chante ou on chante pas, mais on n'est pas en train de se rêver de top modèle, quoi, si j'ose dire. Donc, non, parce que ce qui aujourd'hui, c'est vrai que par les médias, tu vois, les réseaux sociaux, ces métiers d'influenceur, on peut très vite se leurrer, je pense, et s'imaginer faire une grande carrière, faire des choses. Mais là, en l'occurrence, quand il s'agit de chanter sur scène avec 60 musiciens derrière toi, on le fait ou on le fait pas. Voilà. Et T'as pas vraiment le t'as choix. pas vraiment le choix. Voilà. OK. Et en fait, voilà, j'ai embrassé cette carrière de chanteuse soliste. C'est vrai que alors en plus, ça a été un peu compliqué dans la mesure où j'ai une voix très atypique, où en fait, il m'a fallu énormément de temps pour comprendre qu'est-ce que c'était. D'abord, ce truc énorme et très ambigu, quoi, parce qu'on a un timbre de mezzo, en même temps, il y a des contre qui claquent. Enfin, et en fait, j'ai refait à un moment donné toute ma technique vocale et respiratoire avec un médecin phoniatre, ce qui aussi allait m'amener à ce travail de fond aussi sur la voix parlée, tu vois, et qui est au cœur de ma mission de célébrante. Bon, je précise que je suis aussi coach certifié en art oratoire, parce qu'à un moment donné du parcours, j'ai voulu être au même niveau d'excellence, et je voulais pas qu'il y ait une disparité entre justement le niveau de chanteuse et corollairement, dès que je me mettrai à parler, une espèce de grand écart et qu'on ne comprenne pas ce qui se passe. Voilà, et tout ceci étant intimement physique, voilà, enfin, je pense que tu as compris, je suis quelqu'un d'assez perfectionniste et d'exigeante envers moi-même, et c'est pour donner toujours le meilleur. Du coup, à quel moment tu bascules, en fait, entre, ta carrière de chanteuse et ce que tu fais Ah, ce enfin, que ce que je tu fais fais maintenant, maintenant, alors enfin? ça s'est fait, on va dire progressivement. Je dirais qu'en fait, ce qui s'est passé, bon, on va dire que le j'ai longtemps mis en fait la chanteuse et la carrière au premier plan, jusqu'à ce que je rencontre Bernard, mon grand amour, qui au départ était le maire du village où mes parents ont une résidence secondaire, qui était viticulteur de son premier métier, vigneron, et qui était aussi élu à la culture, à la communauté d'agglomération où nous sommes, au pied du Mont Ventoux. Et en fait, ça faisait un moment que, alors ce sont des choses dont on ne parlait pas à l'heure actuelle, mais dont on parle enfin aujourd'hui. Et ça faisait un moment qu'en fait, je je ne m'y retrouvais plus, dans une certaine forme de révisionnisme des metteurs en scène, en fait, qui se réapproprient le livret d'un opéra, pour raconter leur histoire au service de leur névrose personnelle, et qui, dans certains cas, parce qu'ils n'ont pas réglé leur compte avec leur maman, règlent leur compte avec, tu vois, des femmes et des chanteuses. Et il se trouve que moi, par ailleurs, j'ai rien d'androgyne, j'ai rien de très ambigu, tu vois, enfin, tu me connais, j'ai plutôt Je te connais, je te vois une, surtout. une grande femme, bon, qui a rien d'ambigu.
et c'est vrai que j'ai souffert, tu vois, dans certains cas de maltraitance, enfin, sur scène par des directives de metteurs en scène où en fait, où je n'étais pas d'accord et où je le disais et où je sais que dans certains cas, j'ai pas été engagée pour ces questions-là. Et en fait, quand j'ai rencontré Bernard et où ma féminité a totalement fleuri et où je me suis épanouie comme jamais et où en fait j'ai découvert ce que c'est le bonheur d'être simplement soi, d'être totalement aimée, d'être libre et d'être en vacances 24 heures sur 24. Euh, En fait, ce désir, tu vois, d'une certaine manière, c'est aussi émoussé. J'avais plus envie de faire semblant, j'avais plus envie de faire de compromis, voilà. Et en fait, c'est ce qui m'a donné à l'époque l'idée de monter Mariage lyrique en Provence, en fait, qui était un service d'accompagnement musical pour les mariages à l'église. Bon, il se trouve que j'ai commencé à chanter pour les mariages des copains il y a 25 ans. Bon, et en fait, ce qui était aussi une possibilité de commencer à faire autre chose, sachant qu'en plus, par ailleurs, Bernard étant directeur de la culture de cette communauté d'agglomération, puis en fait, lui m'avait vu chanter sur des grandes scènes, tout ça. Et en fait, il a commencé à mettre en évidence aussi une problématique de notre monde actuel, qui est ce cloisonnement culturel finalement que tu as entre les connaisseurs, les mélomanes, et ceux qui ne le sont pas, mais finalement par acculture. C'est juste un problème de méconnaissance. Et en fait, il a commencé à me dire, mais Ariane, tu vois, je trouve que quand tu fais des concerts, moi j'aimerais t'aider, mais est-ce qu'on pourrait pas envisager que plutôt que tu chantes que des trucs classiques, par exemple, quand tu vas chanter dans les églises, tu pourrais aussi, au-delà des Ave Maria ou des prières d'opéra, tu pourrais chanter des gospels, des chansons plus actuelles, Alléluia, Leonard Cohen, des choses comme ça. Et en fait, ce qui permettrait, en fait, à un large public de venir et d'apprécier, peut-être découvrir, tu vois, ce qu'ils connaissent pas. Bon, alors, il se trouve qu'en plus, nous, on est au pied du Mont Ventoux, c'est une population qui reste quand même très rurale, tu vois. Bon, il y a les corrigies d'Orange, mais en fait, moi, tous les élus, surtout les femmes d'élus, me disaient, oh là là, moi, Orange me barbe, j'ai mal aux fesses, il y a du vent, c'est barbant. Bon. Et alors là, les mélomanes vont avoir les oreilles qui se dressent, pardon, mais en fait, c'est quand même, tu vois, un regard à prendre en compte. Et en fait, moi, c'est comme ça que ça a démarré. Et alors, c'est vrai que j'ai des origines anglo-saxonnes, je dirais, qui me prédisposent, tu vois, à être peut-être un peu plus barré, iconoclaste, inclassable, mélanger les genres. Et en fait, j'ai- surtout qu'en plus, je pars aussi du principe que le fondamental de la musique, ce sont les émotions, tu vois. Et finalement, que tu sois au Moyen-Âge ou aujourd'hui, quand tu parles d'amour, c'est toujours de l'amour. Ou quand tu parles de sentiments de ferveur ou de spiritualité, c'est toujours de la spiritualité. Et qu'après, tout ça n'est jamais que de la musique moderne en son temps. Donc voilà. Et c'est ainsi, en fait, que j'ai commencé réellement, tu vois, à aborder ces genres décloisonnés, voilà. Et concomitamment à tout ça, en fait, par contre, un grand drame est arrivé, c'est-à-dire que Bernard est tombé malade. Alors au départ, c'est passé totalement inaperçu, jusqu'à ce qu'un jour, le diagnostic tombe. Bon, et ce qui, en fait, moi, m'a aussi imposé de me recentrer totalement dans mes priorités. Bon, il n'était plus question de passer des grandes auditions, de partir à l'international, de faire des tournées et tout ça. J'en avais pas envie. C'était juste dans un ordre de priorité. Et en fait, j'ai donc choisi de me réorienter vraiment principalement autour des célébrations. Alors, à l'époque, on parlait pas, tu vois, il y a 10 ans, 8 ans, on parlait pas de cérémonie laïque encore, ça démarrait juste. Bon, moi, il s'avère que, en plus, l'algorithme de Google était quand même vachement plus simple que maintenant. Et en fait, ça a très vite démarré, c'est-à-dire je me suis référencée toute seule, mariage lyrique en Provence. Bon, finalement, en plus, sur des mariages et même des grands mariages, à partir du moment où tu as des mariés qui veulent une chanteuse lyrique, ils cherchent eux-mêmes, tu vois, c'est même pas la wedding planner qui va chercher. Donc, je me suis trouvée très vite bookée sur des très jolis mariages et j'ai été repérée. J'ai été repérée par quelques organisatrices de mariage qui travaillaient aussi avec l'international ou qui organisaient des voyages, tu vois, pour des étrangers qui viennent en France et qui, en fait, ont envie d'elopement, c'est-à-dire de mariage intime.
comme je parle anglais, j'ai une ascendance anglo-saxonne, en fait, il y en a une qui a une espèce de vision magistrale de ce qui allait devenir ma vocation. Elle m'a vu un jour chanter en robe longue pour une messe de mariage et elle m'a dit: «Marianne, tu voudrais pas célébrer pour un de nos couples leur cérémonie de mariage?» Et moi, sur le moment, enfin, j'avais même pas l'idée que c'était possible parce que bon, ce qu'il faut dire, c'est que tout ce qu'on voit dans les films américains, en fait, de ces cérémonies de mariage à l'américaine, en fait, le célébrant est très souvent officier d'état civil ou il est clergyman. Mais en fait, ce qui veut dire qu'il n'y a pas ce passage à la mairie, c'est le célébrant qui, en fait, fait office de maire. Et en fait, nous, la cérémonie laïque telle qu'elle a été créée après en France, en fait, c'est une cérémonie qui est totalement symbolique. C'est juste de rêve, de la magie, c'est offrir la possibilité à un couple de se marier complètement librement à son image, selon ses valeurs, ses croyances, sa sensibilité. Bon, et alors, moi qui depuis des années accompagnais les mariages à l'église, j'ai été éblouie. Alors, en plus, avec mon parcours aux côtés de Bernard, enfin, grande amoureuse, portant dans ma chair vraiment ce que c'était cet engagement au travers de l'accompagnement de la maladie, je me suis dit, mais c'est absolument génial parce qu'enfin, je vais pouvoir offrir au couple la possibilité de vivre une cérémonie d'engagement, mais au plus proche de ce qu'ils sont et voilà. Ça a démarré. Alors c'est vrai que j'ai fait ça sans du tout formation, en fait, en m'auto-proclamant, si j'ose dire, comme l'ont fait la plupart des pionniers de la cérémonie laïque, officiants. Et en fait, c'est vraiment lorsque Bernard m'a rendu son dernier souffle, en 2016, que j'ai décidé vraiment de me former, donc de passer une certification auprès de l'International Wedding Institute en tant qu'officiante, de passer la certification et me former comme oratrice auprès de Rotary Coach, et aussi de devenir célébrante funéraire en passant le diplôme de maître de cérémonie funéraire. Voilà. Alors, c'est vrai que célébrer les funérailles, c'est une mission de service public qui implique une habilitation. Je t'avoue qu'au départ, ça m'a fait peur parce que c'était plongé dans un univers qui n'avait strictement rien à voir avec celui des arches florales et de mariage et que j'étais pas du tout sûre d'avoir cette capacité ou la colonne vertébrale pour assumer tout ça. Mais en même temps, sans doute que j'en étais à un stade où mon deuil n'était pas, tu vois, totalement fait, parce que j'ai quand même vécu un long deuil blanc, parce qu'en fait, Bernard a une maladie neurodégénérative, donc même s'il m'a reconnue jusqu'à son dernier souffle, il était devenu totalement aphasique. Enfin, c'était devenu vraiment comme un petit oiseau tombé du nid. Et en fait, j'ai donc vécu ce long deuil blanc, mais en fait, le véritable deuil a pu se faire au moment de son départ. Et donc, quand j'ai décidé de passer ce diplôme, j'avais une connaissance très relative de ce monde funéraire et je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Bon, alors c'est vrai que j'ai décidé parce que j'étais déjà, je dirais, habité par la certitude de vouloir proposer une offre similaire à celle des mariages, c'est-à-dire à l'accompagnement de cérémonies haute couture, que ce soit à l'église ou lors de cérémonies laïques. Et donc, je voulais me donner les moyens de pouvoir me tester sur le terrain et de le faire rapidement et fréquemment. Donc, plutôt que de passer un stage, tu vois, dans une entreprise de pompes funèbres où là, j'aurais dû finalement plus faire un travail de vendeuse, ou d'accueillir les gens, bon, ça allait pas. Donc, j'ai fait mon stage au crématorium d'Avignon, qui s'est révélé totalement éblouissant. Bon, alors la chance qu'il y avait, c'est qu'en plus, le directeur, euh, Jean-Christophe Achione, est directeur de tout le pôle funéraire d'Avignon, c'est-à-dire cimetière, chambre funéraire, crématorium. Donc, il m'a permis vraiment, tu vois, d'assister à tout et donc d'avoir vraiment une vraie vision sur ce qu'est un convoi funèbre depuis le démarrage jusqu'à la dispersion des cendres ou l'inhumation.
Et en fait, il m'a surtout donné la possibilité d'enchaîner des cérémonies. Alors, ce crématorium d'Avignon, ce qu'il a de super, c'est qu'il y a quand même des offices catholiques qui sont possibles, avec un moine franciscain, donc que j'accompagnais de mes chants. Et là, j'ai vraiment démarré mes cérémonies symboliques en tant qu'officiante et chanteuse et maîtresse de cérémonie funéraire, puisque là, en fait, on accompagne vraiment le convoi et jusqu'au départ du cercueil à la flamme. Ouais, ça apporte quoi aux gens de différents de faire appel à toi dans ce moment-là de deuil? Ah, bon, alors je dirais que déjà, sans doute, mon parcours de résilience me porte à avoir un certain regard, avoir une empathie très particulière, sans pour autant verser dans la compassion, parce qu'en fait, mon rôle n'est clairement pas de pleurer avec eux. Oui, ton rôle n'est pas de transférer quoi que ce soit, hein. Non, non, mon rôle est vraiment de les bercer, de les consoler, donner du sens à ce départ, en créant en fait un espace, signifiant pour honorer ce défunt, lui dire au revoir avec et surtout avec le plus d'humanité possible. Ce qui je pense fait le plus défaut à l'heure actuelle dans des rituels funéraires qui sont pour la plupart, réduits à juste un espace strictement logistique. Voilà. Et alors après, il s'avère que j'ai cette grande voix qui est aussi un vecteur de transcendance, de magie, d'émotion, de consolation, de gratitude, et qui, je reste intimement convaincue, une facilitation vers le passage vers l'autre rive. Tu aurais des anecdotes à partager, de ce que tu as vécu, avec, des familles, qui ou Alors des ch écoute, moi, je pourrais te parler de ce que je suis en train de vivre en ce moment, parce que ça me semble une éloquence et en même temps, pardon, sociologiquement parlant, extrêmement, extrêmement, révélateur, voilà, de ce que nous sommes en train de vivre en ce moment. En fait, je suis en train d'accompagner une famille, bon, et plus particulièrement, une femme, une veuve, dans la création, en fait, d'une cérémonie du souvenir. Alors, on est sur quelque chose de très hybride, c'est-à-dire que c'est une messe du souvenir, mais qui va comporter, une moitié de chants profanes, un rituel symbolique, 4 discours d'hommage, de proches. Alors, il se trouve qu'on a un prêtre qui est d'une bienveillance extrême et qui accepte que je joue aussi ce rôle, tu vois, de créatrice de la cérémonie. Pourquoi? Parce qu'en fait, le défunt a été confiné en service d'oncologie, durant le 1er confinement covid, que la famille finalement n'a pu le voir qu'une semaine avant son départ et que, les obsèques ont été bâclées en 10 minutes au-dessus de la tombe. Et que là, je me trouve face à un espace de non-sens total, un deuil sidéral, et que j'ai en même temps en face de moi une femme qui me dit: «Je veux qu'on puisse lui dire tout notre amour, en même temps grâce à toi, par la musique», parce qu'en fait, il était musicien amateur et c'était une dimension, ô combien importante. Et c'est vrai que elle m'a fait des demandes parce que ça faisait partie, des desiderata, tu vois, et des souhaits du défunt qu'elle a retrouvés dans ses papiers. Mais je vais chanter Après toi de Mireille Mathieu, Mourir auprès de mon amour, Denis Rousseau. Enfin, tu vois, des choses qui, à l'origine, ne font pas du tout partir de mon répertoire. Bon, il y aura la chanson du Titanic, L'envie d'aimer, Daniel Lévy. Bon, il y aura évidemment l'Ave Maria de Schubert, et il y aura quelques chants catholiques. Mais tu vois, et en fait, moi, ce qui a été surtout extrêmement éloquent, c'est que j'avais en face de moi une femme qui aurait peut-être aimé organiser une cérémonie laïque. Mais où est-ce qu'on va faire ça? Et puis moi, j'ai pas le budget pour privatiser un lieu. Puis objectivement, j'ai pas envie de privatiser la salle des fêtes. Moi, mon mari, il était croyant. Ok, on n'est pas des gens, on n'est pas des bigots, on va pas à la messe tous les dimanches, mais nous, enfin, la vibration d'une église, les pierres, enfin, ça fait partie de nous, c'est notre culture. Voilà. Et en fait, si tu veux, je découvre véritablement que je pense qu'il y a plein de gens qui sont comme ça, tu vois, qui sont pas du tout attachés à une liturgie catholique,
néanmoins restent attachés à nos églises. De toute façon, il n'y a qu'à voir, hein, quand tu fais un peu de tourisme, elles sont pleines de monde et les gens y rentrent et les gens s'assoient et se recueillent. Et voilà. Et là, il s'avère bon, que j'ai, Dieu merci, un prêtre qui est super bienveillant, tu vois, et qui a tout accueilli et qui est conscient, tu vois, de ce drame humain qui s'est opéré et qu'il faut réparer du mieux que possible. Alors, je ne peux pas te dire comment ça s'est passé parce que ça n'a pas encore eu lieu. Ce sera le 15 mai, mais on pourra faire un compliment si tu veux. Pas de souci. Après, voilà, c'est important. Du coup, pour ceux qui nous écoutent et qui ne le savent pas, on peut quand même, du coup, organiser des rituels ou des cérémonies, Ouais. même plusieurs semaines, voire plusieurs mois après Ou la... année, ou Ou année, année. enfin peu importe, oui, voilà. Pour Mais un anniversaire pour un anniversaire du décès, pour l'anniversaire du défunt. Là, en l'occurrence, il s'avère que cet homme, en fait, aurait eu 60 ans le 15 mai et que, par ailleurs, à un jour près, c'est l'anniversaire de son décès. Tu vois, et en fait, on va faire un rituel du bouquet en demandant à tous les gens d'apporter une rose. euh, et en fait, il y aura 60 roses qui seront rassemblées dans un vase pendant que je chanterai l'envie d'aimer. Puis après, on pourra aller porter le bouquet au cimetière. Voilà, mais qui là, pour le coup, est un geste totalement symbolique, tu vois, qui n'a rien à voir avec la liturgie catholique et qui, voilà, donc on est sur quelque chose de clairement très hybride. Hein. Voilà, mais sachant que après, pour les non-croyants ou les personnes qui ne sont pas du tout attachées aux pierres des églises, libre à eux, on peut organiser ça même dans leur jardin. On peut organiser ça chez eux. Après, tout ça, c'est une question de jauge et d'effectifs et de moyens financiers. Enfin, on peut privatiser un lieu, un bateau. Tout est absolument possible. Hein. Voilà. Et on peut même faire ça au moment, si les obsèques, par exemple, n'ont pas pu avoir eu lieu dignement et qu'on n'a pas pu honorer cet être cher. Et par exemple, s'il y a une création, on peut aussi envisager de faire une très jolie cérémonie au moment de la dispersion des cendres. C'est absolument possible. et du coup, enfin, par rapport à ton ressenti à toi, c'est pour, enfin, voilà. L'impact psychologique là-dedans. Qu'est-ce que ça apporte là-dedans? Je suis intimement convaincue qu'en fait, bon, d'abord, une cérémonie, c'est quelque chose de physique, tu vois. Et que, en fait, dans ce rituel, quel qu'il soit symbolique ou religieux, en fait, il y a une expérience signifiante qui va s'inscrire et dans la conscience et dans le corps de ce passage. Et en fait, il y a eu vraiment une matérialisation, je dirais, du deuil. Moi, je me souviens très bien que aux obsèques de mon mari, j'ai eu l'impression, une fois que je suis sortie, tu vois, du cimetière, et après la messe à l'église, je me suis sentie veuve. C'était posé, c'était acté. Et il y a une page réellement qui se tourne, et je dirais que le plus ce moment sera vécu avec douceur, avec paix, avec une sensation et un sentiment d'avoir accompli quelque chose de juste, euh, qui a honoré le défunt avec de la beauté. C'est important parce que si on résume un enterrement, tu vois, à des gestes techniques, souvent la grâce est absente. Mais si tous ces éléments d'humanité, de douceur, de beauté, de gratitude sont présents, il y a vraiment quelque chose qui va s'aligner en soi dans l'intime conviction d'avoir fait de son mieux. Et à partir de ce moment, une page pourra se tourner. Ça ne veut pas dire qu'on va cesser de l'aimer, mais ça veut dire que l'énergie de la tristesse et du manque va pouvoir faire son travail et le travail des deuils proprement dit. Quoi. Et on va surtout pouvoir reprendre, je dirais, un cours de vie. Et c'est important. Merci pour ce partage, Ariane. Merci à toi. Bah de rien. Est-ce que tu as des choses peut-être que tu souhaiterais partager, de l'ordre peut-être de livres ou de références Alors j'aimerais, parce que c'est une de mes citations fétiches, parce qu'elle résume ô combien, je dirais, la vision de celle que je suis et de ce que j'essaie de mettre en avant dans mon accompagnement, aussi bien des mariés, parce que j'ai souvent aussi dans les familles que j'accompagne pour un mariage des grands deuils. Et dans ces cérémonies, je dois souvent aussi rendre un hommage signifiant. Et
ou bien pour les familles d'endeuillés. Donc voilà, j'aimerais citer Etty Hillesum, qui en fait est cette petite Hollandaise qui a été en fait en camp de concentration et qui écrivait: «Je continuerai à vivre avec cette part des morts qui a vie éternelle, et je ramènerai à la vie ce qui, chez les vivants, est mort. Ainsi, il n'y aura plus que la vie, une grande vie universelle.» Voilà. Voilà, donc là, tu as séché tout le monde. Oui, voilà. Et j'essaye d'être une fée à ma manière et de remettre l'amour et la vie au centre de tout. Donc pour ceux qui ne t'ont jamais vu et qui veulent voir à quoi tu ressembles, parce que du coup, pour se faire une idée de qui est la fée Ariane, n'hésitez pas, tu as un Instagram, je sais ça. Ariane Douguet, voilà. Voilà, tu as Ariane Douguet, Facebook, non? Douguet, oui. Alors en fait, comme j'ai plusieurs activités que j'ai dissociées en fait pour le mariage et pour le funéraire, en fait, j'ai un site pour le mariage, Aria Cérémonie de mariage lyrique, et pour le funéraire, Aria Cérémonie funéraire lyrique. Mais en fait, vous pouvez retrouver tout ceci sur mon univers et mon site éponyme, Ariane Douguet. Voilà, je suis très facilement googlisable et vous me trouverez très facilement. Voilà, et c'est la reine des recherches. Donc bah, c'est Oh, parfait. Bon, bah, en tout c'est cas, pas. tu souhaites ajouter quelque chose peut-être pour finir ou Je voudrais te remercier, vraiment chaleureusement de ton accueil et d'avoir, assumé tous mes énormes bavardages parce que je suis bavarde et j'espère que je ne l'ai pas été trop. Voilà. c'est pas grave, moi aussi je suis bavard, même si je ne le montre pas trop dans le podcast, j'essaye de me contenir, sinon les épisodes dureraient peut-être 2h30 ou 3h, Oui, mmh. mais voilà, oui c'est sûr, oui, c'est sûr. Vous la voyez pas, elle me fait des gros yeux, elle me dit ah bah oui c'est vrai quand même, hein, parce que la première fois qu'on avait discuté ensemble, ça avait duré quand même pratiquement 2 heures. Ah bah oui. Ah mais ça avait été une jolie partie de ping-pong, hein. Ah c'était chouette, hein. C'était très chouette, très, très chouette, très C'est très chouette. chouette. Donc en tout cas, bah, merci à toi d'avoir accepté mon invitation, pour ta confiance aussi, de partager ton parcours de vie avec moi. Je suis toujours très touché de ça. Et voilà, bah, vous savez quoi faire. Si vous avez l'envie de contacter Ariane, faites-le. Et puis bah, sinon, merci pour ton partage. Je te Merci à souhaite une toi. belle fin de journée et prends soin de toi. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Je vous donne rendez-vous dans 3 semaines pour un nouvel épisode de Vivant. En attendant, je vous laisse courir sur Apple Podcast et Spotify pour laisser un avis 5 étoiles ainsi qu'un petit commentaire. Ça aide énormément le podcast à se faire connaître. Je vous informe également que je lancerai le 1er mars prochain une campagne de financement participatif pour m'aider au financement de la saison 3 de Vivant. Je vous dis à très bientôt et surtout, prenez soin de vous.